Le soleil s'était à peine levé sur le camp d'entraînement lorsque la nouvelle recrue descendit du bus, le visage pâle d'anticipation et de peur. Parmi eux se tenait Sarah Martinez, ses cheveux noirs tirés en queue de cheval réglementaire, la mâchoire serrée par une détermination qui masquait les papillons dans son ventre. À 23 ans, elle était plus âgée que la plupart des jeunes recrues autour d'elle. Mais cela ne rendait pas ce moment moins terrifiant. Le commandant Jake Sullivan observait depuis la fenêtre de son bureau la dernière vague d'aspirants alignés sur l'asphalte. 20 ans de service militaire lui avaient appris à lire rapidement les gens, et ses yeux balayaient automatiquement le groupe à la recherche de fauteurs de troubles, d'abandon et des rares qui pourraient avoir l'étoffe nécessaire. Son regard s'attarda sur la jeune femme près de l'arrière de la formation. Quelque chose dans sa posture parlait d'une expérience militaire antérieure, bien que son dossier indiquât qu'elle était une recrue civile. Sarah sentit le poids de dizaines de regards alors qu'elle se tenait au garde-à-vous. Elle s'y était attendue. Les femmes dans l'entraînement des forces spéciales étaient encore assez rares pour attirer l'attention, et elle s'était préparée à l'examen minutieux. Ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était l'hostilité immédiate qui semblait irradier de certains des hommes autour d'elle. « Super! Maintenant on doit faire la babysitter », marmonna Kevin Walsh, une recrue baraquée de l'Alabama qui avait clairement exprimé ses opinions sur les femmes dans les rôles de combat pendant le trajet en bus. « J'espère qu'elle ne nous ralentira pas quand les choses deviendront sérieuses. » Sarah garda les yeux fixés droit devant, mais ses mains se crispèrent légèrement sur ses côtés. Elle avait entendu des variantes de ce commentaire tout au long de sa carrière militaire. D'abord comme médecin de l'armée et maintenant qu'elle poursuivait son rêve de rejoindre les rangs d'élite des Navy ALS. Le programme s'était récemment ouvert aux femmes et elle était parmi les premières à tenter le processus de sélection exténuant. Le commandant Sullivan sortit de son bureau et entra sur le terrain d'entraînement. Sa présence imposa immédiatement un silence absolu. À 45 ans, il était une légende dans la communauté des opérations spéciales. Son visage buriné portait les marques d'innombrables missions en territoire hostile, et ses yeux gris acier semblaient voir à travers quiconque osait croiser son regard. « Bienvenue en enfer », annonça-t-il, sa voix portant à travers la formation silencieuse. « Pendant les 24 prochaines semaines, cet endroit mettra à l'épreuve chaque fibre de votre être. Il vous poussera au-delà de ce que vous croyez possible, puis vous en demandera encore. La plupart d'entre vous abandonneront. Certains se blesseront. Une poignée précieuse pourrait réellement gagner le droit de s'appeler Seal. » Sarah sentit son rythme cardiaque s'accélérer alors que Sullivan commençait à descendre la ligne, s'arrêtant occasionnellement pour observer une recrue de plus près. Elle avait lu sur cet homme, étudié sa carrière légendaire et rêvé de se montrer digne de son respect. Maintenant, debout dans la chaleur matinale, ce rêve semblait à la fois tentant et incroyablement lointain. L'océan ne se soucie pas de votre sexe, de vos antécédents ou de vos sentiments, poursuivit Sullivan. L'ennemi ne vous fera pas de cadeau parce que vous avez eu une enfance difficile ou parce que quelqu'un vous a blessé pendant le bizutage. Dans mon programme, il n'y a qu'une seule norme et elle s'applique à tous également. Lorsqu'il arriva à Sarah, Sullivan s'arrêta. De près, elle pouvait voir l'intelligence dans ses yeux, la façon dont il semblait cataloguer chaque détail de son apparence et de son comportement. Elle maintint sa posture rigide, fixant droit devant elle pendant qu'il faisait lentement le tour. « Martinez, dit-il, lisant son étiquette de nom. Médecin de l'armée, 2 tours en Afghanistan. Un dossier impressionnant. » Son ton ne trahissait rien sur le fait qu'il considère sa présence comme un atout ou un handicap. « Oui, mon commandant, » répondit Sarah sèchement. « Vous croyez être assez coriace pour ça ?» La question portait le poids d'un défi, comme s'il prédisait déjà son échec. « Je donnerai tout ce que j'ai, mon commandant. » Sullivan hocha la tête une fois et passa à autre chose. Mais Sarah attrapa quelque chose dans son expression. Pas du rejet, mais une évaluation prudente. C'était plus que ce que certaines autres recrues avaient reçu, et elle le prit comme une petite victoire. La première journée d'entraînement était conçue pour éliminer les candidats clairement non préparés. Tests de conditions physiques, évaluation de natation et protocoles militaires de base remplirent les heures de l'aube au crépuscule. Sarah performa bien, son entraînement militaire lui étant très utile. Mais elle pouvait sentir le ressentiment monter chez certains de ses camarades. Pendant le repas du soir, elle s'assit seule à une extrémité d'une longue table, mangeant méthodiquement ses rations, pendant que la conversation tourbillonnait autour d'elle. La plupart des hommes l'ignorèrent complètement, mais quelques-uns firent des commentaires pointus, assez forts pour qu'elle les entende. « Je me demande s'ils vont baisser les normes maintenant, » dit quelqu'un. « J'ai entendu dire qu'ils devaient installer des installations spéciales juste pour les dames », ajouta une autre voix. Sarah continua de manger, le visage impassible.
Elle s'était forgé une carapace pendant son service dans l'armée, apprenant à laisser les commentaires ignorants glisser. Mais ce n'étaient pas de simples soldats faisant des blagues. C'étaient ses coéquipiers potentiels, les hommes dont elle pourrait un jour dépendre dans des situations de vie ou de mort. Kevin Walsh se glissa sur le siège en face d'elle, son plateau atterrissant avec une force délibérée. « Alors, Martinez, quelle est votre histoire? Vous n'avez pas réussi dans l'armée régulière? Alors vous avez pensé essayer la vraie armée? » Sarah leva les yeux de son repas, croisant son regard provocateur. « J'ai servi mon pays honorablement pendant 4 ans. Je suis ici parce que je veux servir au plus haut niveau possible. » « Bien sûr. » Walsh ricana. « Il ne s'agit pas de servir votre pays. Il s'agit de prouver un point féministe, n'est-ce pas? Vous voulez être la première femme SEAL pour pouvoir écrire un livre et devenir célèbre. » Autour d'eux, les conversations s'étaient tues alors que d'autres recrues se concentraient sur la confrontation. Sarah sentit le poids de leur attention, sachant que la façon dont elle gérait ce moment donnerait le ton pour les semaines à venir. « Je suis ici pour la même raison que vous, » dit-elle calmement, « pour devenir la meilleure guerrière que je puisse être. » Walsh se pencha en arrière, son sourire froid. « On verra ça. Ce n'est pas une unité médicale de l'armée où vous pouvez vous cacher derrière les hommes quand les choses se compliquent. Ici, si vous ne pouvez pas faire votre part, des gens meurent. » Sarah se leva, son repas à moitié terminé. « Alors je suppose que nous devrons tous les deux nous assurer que cela n'arrive pas. » Alors qu'elle s'éloignait de la table, elle sentait des dizaines d'yeux la suivre. Demain apporterait de nouveaux défis, des tests plus difficiles et probablement plus de confrontations comme celle-ci. Mais ce soir, elle se concentra sur la seule chose qui importait. Elle était toujours là, toujours dans le combat et toujours déterminée à prouver qu'elle avait sa place parmi les rangs d'élite des meilleurs guerriers d'Amérique. Semaine 3, l'escalade du conflit. La 3e semaine de l'entraînement SEAL arriva avec la promesse d'une intensité accrue, et Sarah Martinez avait appris à s'endurcir pour l'enfer que les instructeurs pourraient concevoir. Le groupe initial de 43 recrues était déjà tombé à 28, avec des abandons quotidiens à mesure que la pression montait. Sarah restait, bien que non sans conséquence. Son corps était constamment endolori. Ses mains étaient à vif à cause de l'escalade de corde, et l'épuisement était devenu son compagnon permanent. Le harcèlement n'avait pas cessé non plus. Au contraire, il était devenu plus sophistiqué à mesure que les brutes évidentes étaient éliminées et remplacées par des formes plus subtiles de guerre psychologique. Kevin Walsh s'était montré particulièrement créatif dans ses efforts pour la briser, réussissant toujours à rester juste dans les limites de ce que les instructeurs toléreraient. Le commandant Sullivan avait observé tout cela avec l'intérêt détaché d'un scientifique observant des rats de laboratoire. Il avait déjà vu cette dynamique lorsque les premières femmes avaient tenté l'école des Rangers. Et il savait que le véritable test n'était pas seulement la capacité de Sarah à gérer les exigences physiques. C'était de savoir si elle pouvait naviguer dans le champ de mine sociale tout en maintenant sa concentration sur la mission. La matinée commença par une course de 8 kilomètres à travers les dunes de sable, suivie de nage en pleine mer dans les eaux glaciales du Pacifique. Sarah suivit le rythme du groupe principal, ses poumons brûlant alors qu'elle luttait contre le courant derrière elle. Elle pouvait entendre Walsh faire des commentaires à ses amis sur le poids mort et les normes abaissées, mais elle se força à ignorer le bruit et à se concentrer sur sa technique de nage. Ce fut pendant le parcours d'obstacles de l'après-midi que les choses s'intensifièrent. Au-delà des simples mots, le parcours comprenait une série d'escalades de cordes, de traversées de murs et de rampements dans la boue conçue pour tester à la fois les compétences individuelles et la coopération d'équipe. Alors que Sarah s'approchait d'une section de corde particulièrement difficile, elle trouva Walsh positionné directement derrière elle. « J'espère que tu ne t'attends pas à ce qu'on t'attende », dit-il assez fort pour que les autres l'entendent. « Certains d'entre nous veulent vraiment réussir ce truc. » Sarah commença son ascension, sa technique fluide et efficace grâce à des heures de pratique. Elle était en fait plus rapide que Walsh sur les cordes, un fait qui sembla l'irriter encore plus. Alors qu'elle approchait du sommet, elle sentit une secousse soudaine sur la corde sous elle. En regardant en bas, elle vit Walsh apparemment en difficulté avec sa propre ascension, mais le timing était trop opportun pour être accidentel. La corde trembla à nouveau, plus violemment cette fois, et la prise de Sarah se relâcha. Pendant un moment terrifiant, elle sentit qu'elle glissait, son corps se balançant vers le sol rocheux 4,5 mètres plus bas. L'entraînement et l'instinct prirent le dessus, et elle réussit à arrêter sa chute, mais non sans se rafler gravement le bras contre la corde rugueuse. Le sang s'infiltra à travers sa manche déchirée alors qu'elle terminait l'ascension, mais elle n'osa montrer aucun signe de douleur ou de faiblesse. En bas, Walsh avait mystérieusement retrouvé sa coordination et faisait bonne figure sur sa propre corde.
L'instructeur Maître Martinez, sans lien de parenté, malgré le nom partagé, attendait sur la plateforme supérieure. Son visage buriné ne montrait aucune émotion, alors qu'il notait le sang sur le bras de Sarah. « Vous saignez, recrue » observa-t-il platement. « Oui, maître, je peux continuer. » Il l'étudia longuement, puis hocha la tête vers l'obstacle suivant. « Alors avancez. » L'incident aurait dû s'arrêter là, mais Walsh n'avait pas fini. Pendant la dernière partie du parcours, un exercice d'équipe exigeant que des groupes de 4 transportent une lourde bûche à travers une série de barrières, il s'assura de se positionner dans le groupe de Sarah. Les 2 autres membres étaient Jenkins, une recrue silencieuse du Montana, et Torres, qui s'était montré généralement juste. La bûche pesait près de 90 kg et nécessitait une coordination précise pour naviguer avec succès. Sarah prit sa position à l'arrière gauche, adaptant sa foulée au rythme établi par les autres. Pendant les 90 premiers mètres, tout se déroula sans accroc. Puis Walsh, positionné à l'avant droit, commença à altérer subtilement son rythme et son angle. « Martinez traîne », annonça-t-il lors d'une section particulièrement difficile où il devait soulever la bûche au-dessus d'une barrière à hauteur de poitrine. Elle n'arrive pas à suivre les hommes. C'était un mensonge et Jenkins et Torres le savaient tous les deux. La posture de Sarah était parfaite et elle portait sa pleine part du poids. Mais les accusations de Walsh étaient assez fortes pour attirer l'attention des autres groupes et des instructeurs observateurs. « Peut-être qu'on devrait l'aider », poursuivit Walsh, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. « On ne voudrait pas que quelqu'un se blesse parce qu'elle ne peut pas supporter la charge. » Sarah sentit sa colère monter, mais se força à rester concentrée sur la tâche. Elle augmenta légèrement son effort, prenant plus que sa part du poids pour démontrer sa capacité. La manœuvre échoua lorsque Walsh changea soudainement sa propre prise, faisant basculer la bûche entière de manière inattendue. Le lourd bois glissa des mains de Torres et s'écrasa au sol, manquant le pied de Sarah de quelques centimètres. Si elle l'avait touché, la blessure aurait pu mettre fin à sa carrière avant qu'elle ne commence vraiment. « Bon sang, Martinez !» cria Walsh comme si le quasi-accident était de sa faute. « Je t'avais dit que tu ne pouvais pas le gérer. » Ce fut le moment où le sang-froid de Sarah, si soigneusement maintenu, se brisa enfin. 4 semaines de harcèlement constant, de privation de sommeil et de punitions physiques avaient affaibli ses défenses, et le sabotage flagrant de Walsh suivi de fausses accusations la poussa au-delà de son point de rupture. « Vous l'avez fait exprès », grogna-t-elle, s'avançant vers lui les poings serrés. Les yeux de Walsh s'illuminèrent de satisfaction. C'était exactement ce qu'il cherchait, la faire perdre le contrôle devant les instructeurs. « Vous m'accusez de quelque chose, princesse ? Parce que si vous ne pouvez pas gérer un peu de travail d'équipe, peut-être que vous devriez. » Le crochet du droit de Sarah le prit complètement au dépourvu, se connectant solidement à sa mâchoire et le faisant trébucher en arrière. Des années d'entraînement au combat et des semaines de frustration refoulés alimentèrent le coup, et Walsh s'écrasa lourdement, sa tête rebondissant sur le sol sablonneux. Le terrain d'entraînement tomba dans un silence glacial, à l'exception du bruit des vagues qui s'écrasaient à proximité. Chaque recrue et instructeur en vue avait été témoin de la confrontation, et Sarah sut immédiatement qu'elle avait commis une erreur catastrophique. Les altercations physiques entre recrues étaient un motif de renvoi immédiat, quelle que soit la provocation. Le commandant Sullivan apparut comme sorti de nulle part, son visage un masque de fureur froide. Il regarda Walsh, qui luttait pour s'asseoir avec du sang coulant de sa lèvre fendue, puis fixa son regard d'acier sur Sarah. « Martinez, mon bureau. Maintenant. » Alors que Sarah suivait le commandant vers le bâtiment administratif, elle sentit les yeux de chaque recrue restante lui brûler le dos. Certains semblaient sympathiques, d'autres semblaient soulagés que la recrue féminine gênante reçoive enfin son châtiment. Les amis de Walsh l'aidaient déjà à se relever, et elle pouvait l'entendre exagérer la blessure pour un effet maximal. La marche vers le bureau de Sullivan ressemblait à une marche funèbre. Sarah avait su que ce jour pourrait arriver, s'était préparée à la possibilité que le harcèlement puisse dégénérer au point où elle devrait se défendre, mais elle avait toujours imaginé qu'elle serait plus intelligente à ce sujet, plus stratégique. Au lieu de cela, elle avait laissé Walsh la manipuler pour qu'elle s'engage dans exactement le genre de confrontation publique qui justifierait son renvoi. Derrière eux, l'entraînement continuait comme si rien ne s'était passé. Le parcours d'obstacles reprenait son rythme normal, les recrues s'encourageant mutuellement et se poussant vers la ligne d'arrivée. Mais Sarah savait qu'elle venait de franchir une ligne à partir de laquelle il n'y aurait peut-être pas de retour. La question n'était plus de savoir si elle était assez coriace pour être une Seal. C'était de savoir si elle aurait même la chance de le prouver. Le secret du commandant. Le bureau du commandant Sullivan était spartiate, meublé uniquement de l'essentiel. Un bureau en métal, 2 chaises
et des murs tapissés de décorations, de photographies de divers déploiements, et d'un seul drapeau américain. Sarah se tenait au garde à vous devant son bureau, son bras blessé lançant des pulsations, mais sa posture rigide. Elle s'attendait à un renvoi rapide, peut-être une brève leçon sur la discipline militaire avant d'être escortée hors de la base. Sullivan ferma la porte derrière lui et se dirigea vers son bureau, mais il ne s'assit pas immédiatement. Au lieu de cela, il étudia Sarah avec ses yeux gris pénétrants qui semblaient voir à travers toute prétention ou défense. Le silence s'étira entre eux, lourd de conséquences non dites. « Frappez à un camarade recru, dit finalement Sullivan, sa voix mortellement calme. C'est un renvoi automatique. Aucune exception, aucun appel. Vous le savez. Oui, mon commandant, répondit Sarah, bien que sa voix se brisât légèrement. Malgré toute la préparation à cette possibilité, la réalité de la fin de ses rêves militaires fut ressentie comme un coup physique. Walsh a été un problème depuis le premier jour, poursuivit Sullivan, la surprenant, à la limite de l'insubordination, perturbateur pour la cohésion de l'unité et manquant du contrôle émotionnel nécessaire pour les opérations spéciales. À l'époque, quelqu'un l'aurait géré discrètement derrière la caserne. Sarah garda les yeux fixés sur le mur derrière la tête de Sullivan, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Mais ce n'est plus l'époque, continua le commandant. Nous avons des protocoles, des règlements, des voies appropriées, et l'un de ces règlements stipule clairement que les altercations physiques entre recrues entraînent la séparation immédiate du programme. Son cœur se serra davantage. C'était ça, alors, une leçon sur le respect des procédures, suivie de ses papiers de départ. Cependant, dit Sullivan, le seul mot faisant revenir les yeux de Sarah vers son visage. Il existe d'autres règlements qui donnent aux officiers commandant l'autorité discrétionnaire dans les cas impliquant la légitime défense ou la protection de l'intégrité de l'unité. Sullivan contourna son bureau et fit signe à Sarah de s'asseoir. C'était si inattendu qu'elle hésita un instant avant de prendre la chaise offerte. « Parlez-moi de l'Afghanistan », dit-il, le changement de sujet abrupt la prenant au dépourvu. « Votre dossier de service mentionne 2 déploiements. Spécialiste médical de combat attaché à des unités d'infanterie. Je veux des détails. » Sarah n'était pas sûre de ce que cela avait à voir avec sa situation actuelle, mais elle reconnut un ordre quand elle en entendit un. Le premier déploiement a eu lieu avec la 82e Airborne dans la province de Kandahar. J'étais affecté à une base d'opérations avancée qui subissait des attaques régulières. Mon travail consistait à soigner les traumatismes des soldats blessés. Une action au combat? Oui, mon commandant. Notre poste médical a été envahi lors d'une offensive des talibans. J'ai participé à la défense de l'installation tout en soignant simultanément les victimes. Sullivan se pencha légèrement en avant. Et votre second déploiement? Équipe à des forces spéciales dans la province d'Helmand. J'étais leur médecin attaché pendant 6 mois. La voix de Sarah devint plus assurée lorsqu'elle parla de son dossier de service. Nous menions des programmes de sensibilisation médicale dans les villages tout en recueillant des renseignements sur les activités des insurgés. C'est tout un CV pour quelqu'un qui est censé être inapte au rôle de combat, observa Sullivan. Sarah sentit une bouffée de colère face à la référence au débat en cours sur les femmes au combat, mais elle garda sa réponse mesurée. Je ne me suis jamais considéré comme inapte, mon commandant. J'ai toujours cru que la compétence, et non le sexe, devait déterminer les affectations militaires. Montrez-moi votre bras, dit soudainement Sullivan. La demande la troubla, mais Sarah retroussa sa manche déchirée pour révéler la brûlure de corps du parcours d'obstacles. Les raflures étaient vilaines, mais pas graves, le genre de blessure qui guérirait complètement en 1 semaine. Sullivan examina la blessure avec un intérêt professionnel. Puis son regard se déplaça vers le haut de son bras. Son expression changea soudainement, et il devint très immobile. « Où avez-vous ce tatouage ?» Sa voix avait pris une qualité étrange, quelque part entre la surprise et autre chose que Sarah ne pouvait identifier. Sarah baissa les yeux vers le haut de son bras où un petit tatouage était partiellement visible sous sa manche retroussée. C'était un simple dessin, un caducée médical entrelacé avec une paire d'ailes, avec une date en dessous. 3/15/209. C'est un mémorial, mon commandant. Pour mon équipe. Quelle équipe? La voix de Sullivan était à peine un murmure maintenant. Équipe à 127 des forces spéciales, mon commandant. Nous avons perdu 4 hommes dans une attaque d'iED pendant mon déploiement. J'ai été la seule survivante. La couleur sembla s'écouler du visage de Sullivan. Il se pencha en arrière dans sa chaise, ses mains agrippant l'accoudoir si fort que ses jointures devinrent blanches. « Martinez » dit-il lentement.
Quel était le nom de votre chef d'équipe? Le capitaine David Sullivan, mon commandant. Sarah marqua une pause, notant la réaction du commandant. Il était un officier exceptionnel. Il menait depuis l'avant, mettait toujours ses hommes en premier. Il m'a sauvé la vie ce jour-là. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Sullivan fixa Sarah comme s'il la voyait pour la première fois, son sang-froid professionnel complètement brisé. Quand il parla finalement, sa voix était rauque d'émotion. Le capitaine David Sullivan était mon fils. Les mots frappèrent Sarah comme un coup physique. Elle sentit le sang quitter son visage alors que les implications s'enfonçaient. La ressemblance qu'elle avait cru remarquer, la façon dont certaines expressions lui rappelaient quelqu'un. Tout prenait sens maintenant. « Mon commandant, je » commença-t-elle, mais Sullivan leva une main pour l'arrêter. « Dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là, » dit-il doucement. « Parlez-moi de mon fils. » Sarah prit une respiration tremblante, se souvenant de détails qu'elle avait essayé d'enterrer pendant des années. Nous menions une patrouille de routine à travers un village lorsque le convoi heurtait une série d'IED. Le véhicule de tête, le véhicule de votre fils, a pris le pire. Il a été gravement blessé, mais sa première préoccupation a été de mettre le reste d'entre nous en sécurité. Elle s'arrêta, les souvenirs revenant avec une clarté douloureuse. J'étais piégé dans le véhicule médical lorsqu'il a basculé. Le capitaine Sullivan est revenu pour moi, même s'il saignait abondamment. Il m'a tiré dehors et m'a transporté à couvert, puis est retourné chercher les autres. Les yeux de Sullivan étaient fixés sur son visage, buvant chaque mot. La seconde explosion s'est produite alors qu'il essayait d'atteindre le sergent Morrison. Continua Sarah. Il aurait pu se mettre en sécurité, mais il n'abandonnerait personne. C'est le genre d'homme qu'il était, le genre de chef qui inspirait une loyauté absolue. « Comment avez-vous survécu » demanda Sullivan. « Votre fils est jeté sur moi lorsque le second souffle a frappé. Il a utilisé son corps pour me protéger des éclats d'obus. » La voix de Sarah se brisa légèrement. « J'ai essayé de le sauver, mon commandant. J'ai utilisé tout ce que je savais, toutes les techniques que j'avais apprises, mais les blessures étaient trop graves. Il est mort dans mes bras. » Des larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Sullivan, bien que sa posture soit restée rigidement militaire. Quels ont été ces derniers mots? Sarah hésita, puis opta pour une honnêteté totale. Il a dit de dire à son père qu'il était fier de servir et qu'il espérait vous avoir rendu fier, vous aussi. Le sanglot qui s'échappa de la gorge de Sullivan était brut et déchirant. Pendant un instant, le légendaire commandant s'il n'était qu'un père pleurant son fils perdu. « Je n'ai jamais su, » murmura-t-il. Le rapport officiel disait qu'il y avait un seul survivant, mais ils ne m'ont pas donné de détails. Je pensais que c'était l'un des hommes. J'ai demandé à ce que mon nom soit tenu à l'écart de la publicité, expliqua Sarah. Je ne voulais pas être connue comme la femme qui avait survécu pendant que d'autres mouraient. Je voulais juste honorer leur mémoire en continuant de servir. Sullivan s'essuya les yeux et retrouva lentement son sang-froid, bien que sa voix soit restée lourde d'émotion. Ce tatouage, quand l'avez-vous fait? À l'anniversaire de leur mort, chaque année. Les ailes représentent leurs esprits. Le caducée représente mon engagement à sauver des vies en leur honneur. Sullivan se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant le terrain d'entraînement où les recrues continuaient de s'entraîner. Quand il se retourna vers Sarah, son expression avait encore changé. Le deuil était toujours là, mais il était maintenant mélangé à autre chose. Reconnaissance, respect, et peut-être même une forme de rédemption. « Martinez » dit-il formellement, « vous n'êtes pas renvoyé de ce programme. » Le cœur de Sarah bondit, mais elle resta au garde à vous. De plus, continua Sullivan, je vais apporter quelques changements à la façon dont nous gérons le harcèlement et le bizutage. Ça se termine maintenant. Mon commandant, je ne veux pas de traitement de faveur à cause de... Ça n'a rien à voir avec mon fils. La coupa fermement Sullivan. Cela a à voir avec le fait que vous avez déjà fait vos preuves au combat, et ce programme a besoin de guerriers, pas de brutes. Il retourna à son bureau et sortit un dossier. Walsh est transféré hors du programme avec effet immédiat. Officiellement, c'est pour conduite inconvenante. Officieusement, il a de la chance que je ne le passe pas en cour martiale pour sabotage. Sarah sentit un poids se lever de ses épaules qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle portait. « Quant à vous, » dit Sullivan, « sont en devenant plus personnel. Je veux que vous sachiez que mon fils serait fier de la femme que vous êtes devenue. Et si vous avez la moitié du courage et du dévouement qu'il avait, vous ferez un très bon cil. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, mon commandant. Ça compte plus que vous ne le savez. » Sullivan hocha la tête une fois sèchement, puis sa voix de commandement revint.
Maintenant, faites soigner ce bras par le médecin, puis retournez à l'entraînement. Vous avez beaucoup de travail devant vous si vous voulez gagner ce trident. » Alors que Sarah se levait pour partir, Sullivan appela une dernière fois. « Martinez, mon fils a eu raison de vous sauver. Ne laissez pas son sacrifice être vain. »« Je ne le ferai pas, mon commandant. Je le promets. » En marchant vers le terrain d'entraînement, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis le début du programme, un véritable espoir. Le chemin à parcourir était toujours extrêmement difficile, et elle devrait faire ses preuves chaque jour. Mais pour la première fois, elle croyait vraiment qu'elle avait une chance de réussir. Derrière elle, le commandant Sullivan restait assis seul. Le changement de dynamique. La nouvelle du départ soudain de Kevin Walsh se répandit parmi les recrues restantes comme une traînée de poudre. Bien que l'explication officielle ait été délibérément vague, la plupart supposèrent que c'était dû à la confrontation avec Sarah, mais les détails restaient entourés de mystères. Ce qui était clair, c'est que l'atmosphère dans le camp d'entraînement avait radicalement changé presque du jour au lendemain. Sarah se retrouva dans une position étrange. Là où elle était auparavant ignorée ou activement harcelée, elle était maintenant considérée avec un mélange de curiosité et de respect prudent. Les recrues avaient remarqué le changement subtil mais indéniable d'attitude du commandant Sullivan à son égard, bien qu'aucune ne puisse l'expliquer. Torres l'approcha pendant le repas du soir, faisant glisser son plateau en face du sien avec une délibération prudente. « Ça vous dérange si je m'assois » Sarah fit un geste vers la chaise vide. Au cours des dernières semaines, elle avait appris à apprécier la nature directe de Torres. Contrairement à beaucoup d'autres, il semblait juger les gens en fonction de leurs actions plutôt que de leurs données démographiques. « Sacré coup de poing que vous avez donné, » dit-il tranquillement, coupant sa viande. « Walsh l'avait bien mérité, mais je pensais que vous étiez foutu. »« Moi aussi, » admit Sarah. « Le bruit court que le commandant a passé 1 heure avec vous dans son bureau. Personne n'a 1 heure avec Sullivan à moins de se faire engueuler ou de se faire virer. Puisque vous êtes toujours là, » Torres laissa l'implication en suspens. Sarah choisit ses mots avec soin. « Le commandant est juste. Il écoute toutes les parties avant de prendre des décisions. » Torres hocha la tête, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire, mais respectant sa vie privée. « Eh bien, quoi qu'il se soit passé, la dynamique ici vient de changer. Certains des gars qui vous donnaient du fil à retordre sont soudainement très intéressés à rester dans vos bonnes grâces. » Comme pour prouver son point, Jenkins s'approcha de leur table avec hésitation. La recrue silencieuse du Montana avait à peine parlé à Sarah depuis le début de l'entraînement, mais maintenant il semblait vouloir dire quelque chose. Martinez commença-t-il maladroitement. « Je voulais dire ce que Walsh a fait pendant le transport de la bûche. C'était? J'aurais dû parler. » « De l'eau sous les ponts, » répondit Sarah diplomatiquement. « Non, ça ne l'est pas, » insista Jenkins. « Nous sommes censés être une équipe. Si nous ne pouvons pas nous faire confiance ici, comment allons-nous fonctionner sur le terrain ?» C'était une observation mature, et Sarah se surprit à réévaluer le jeune homme. Peut-être que le programme commençait à séparer les hommes des garçons de plus d'une façon. La conversation fut interrompue par le maître Martinez, l'instructeur, s'approchant de leur table. « Martinez » aboya-t-il, utilisant son nom de famille comme toujours. « Le commandant veut vous voir. Salle d'entraînement 3. » L'estomac de Sarah se serra. Une autre réunion avec Sullivan. Elle avait espéré que leur conversation précédente avait résolu tous les problèmes à régler. La salle d'entraînement 3 était plus petite que la salle de classe principale, équipée de tables de planification tactique et d'équipements de communication. Sarah trouva le commandant Sullivan étudiant une grande carte étalée sur la table centrale. Divers marqueurs et notations couvraient sa surface. « Mon commandant, vous vouliez me voir ?» Sullivan leva les yeux de sa carte. Dans les jours qui avaient suivi leur conversation sur son fils, quelque chose avait changé dans la façon dont il la regardait. L'évaluation froidement professionnelle avait été remplacée par quelque chose de plus complexe, toujours exigeant, mais portant maintenant une nuance d'investissement personnel. « Demain commence la phase maritime de l'entraînement, » dit-il sans préambule. « Nage en pleine mer, navigation sous-marine, scénario de plongée de combat. C'est là que nous perdons généralement 30 à 40% des candidats. » Sarah hocha la tête. Elle redoutait cette phase depuis le début du programme. Bien que ses compétences en natation soient adéquates, les scénarios océaniques étaient légendaires pour leur brutalité. « Vos scores de natation ont été dans la moyenne, » continua Sullivan. « Pas mauvais, mais pas exceptionnels non plus. La phase océanique poussera ses compétences au-delà de leurs limites. »« Je comprends, mon commandant. » Sullivan contourna la table, ses doigts traçant des itinéraires sur la carte nautique.
Il y a autre chose que vous devez comprendre. Les instructeurs ne sont pas au courant de notre conversation précédente et j'ai l'intention de la garder ainsi. Pendant cette phase, vous ne recevrez aucune considération spéciale, aucune aide supplémentaire, aucune pause. Au contraire, vous serez poussé plus fort que les autres. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Mon commandant. Bien, car demain soir, vous ferez face à votre plus grand défi à ce jour. Sullivan désigna un point sur la carte à plusieurs kilomètres au large. Nage de navigation nocturne en solo. 3,2 km jusqu'à une coordonnée prédéterminée. Récupérez un objectif et revenez. Aucune assistance, aucun filet de sécurité au-delà du bateau de surveillance lointain. Sarah sentit sa bouche s'assécher. Nager de nuit en pleine mer était terrifiant dans les meilleures circonstances. Le faire seul dans l'obscurité tout en naviguant vers un point précis et en revenant était le cauchemar du métier. La plupart des candidats luttent avec les aspects psychologiques, continua Sullivan. Être seul dans l'eau noire, incapable de voir ce qui se trouve sous vous, ne comptez que sur votre boussole et vos compétences en navigation à l'estime. L'océan a une façon de jouer des tours à votre esprit. Oui, mon commandant. Sullivan enroula la carte et la fixa avec ce regard pénétrant. Martinez, je vais vous dire quelque chose qui ne quitte pas cette pièce. Mon fils était un nageur exceptionnel. Il a grandi en participant à des championnats d'État. Il pouvait gérer n'importe quelle condition d'eau. Mais même lui a eu du mal avec la navigation nocturne en solo pendant son entraînement SEAL. La référence à son fils était inattendue et Sarah ne savait pas comment réagir. Le fait est, continua Sullivan, que cela ne consiste pas à être le nageur le plus fort ou à avoir une technique parfaite. C'est une question de force mentale, de surmonter la peur et le doute lorsque votre cerveau vous hurle d'abandonner. Je comprends, mon commandant. Est-ce le cas? La défia Sullivan. Parce que demain soir, lorsque vous serez à 3,2 km du rivage dans l'eau noire, avec rien d'autre qu'une boussole et votre propre volonté pour vous guider, comprendre et faire deviennent des choses très différentes. La nage nocturne en solo. La formation du lendemain fut une préparation systématique à l'exercice nocturne. Sarah et les 19 recrues restants pratiquèrent des techniques de navigation sous-marine dans la piscine de la base, travaillèrent avec des boussoles de qualité militaire et révisèrent les protocoles d'urgence. Mais tout le monde savait que l'entraînement en piscine n'était rien comparé à la réalité. À l'approche du soir, les candidats reçurent un équipement spécialisé. Combinaison de plongée thermique, boussole sous-marine, lumières étanches et fusées éclairantes de détresse. Le trajet en bateau jusqu'au point de largage se déroula en silence, chaque recrue perdue dans ses propres pensées sur le défi à venir. L'océan Pacifique s'étendait sans fin dans toutes les directions, sa surface sombre et agitée sous le ciel sans lune. Depuis le bateau, l'eau ressemblait à de l'obsidienne liquide, cachant des profondeurs inconnues et des dangers invisibles. Premier candidat, préparez-vous à l'insertion, cria le chef d'équipe du bateau. Rodriguez, l'un des nageurs les plus forts du groupe, vérifia son équipement une dernière fois et roula à l'arrière du bateau dans l'eau noire. Sarah regarda sa lumière disparaître sous la surface, puis émerger à 30 mètres alors qu'il commençait sa nage vers le point objectif. Un par un, les candidats entrèrent dans l'eau à 15 minutes d'intervalle. Sarah était 5e dans la rotation, ce qui lui laissa le temps d'observer et de se préparer mentalement, mais permit également à l'anxiété de monter. Lorsque son tour vint, elle se tint au bord du bateau, regardant l'eau si sombre qu'elle aurait aussi bien pu être l'espace extra-atmosphérique. L'objectif était simple en théorie, nager 3,2 km au nord-ouest jusqu'à une balise flottante, récupérer un conteneur étanche et revenir au point de récupération. En pratique, cela signifiait naviguer à la seule boussole à travers des eaux potentiellement hostiles tout en combattant l'épuisement, le froid et la pression psychologique de l'isolement. « Martinez, à vous », annonça le chef d'équipe. Sarah prit une profonde inspiration, vérifia son relèvement à la boussole une dernière fois et roula à l'arrière dans l'océan. L'eau était incroyablement froide malgré sa combinaison, et la sensation d'entrer dans la vaste obscurité fut immédiatement désorientante. Elle fit surface, prit ses repères et commença à nager vers son objectif. Le premier kilomètre se déroula sans accroc. Son rythme de nage était régulier, son relèvement à la boussole constant, et elle fit bon temps malgré les houles. Mais à mesure qu'elle s'éloignait du bateau, les défis psychologiques dont Sullivan l'avait averti commencèrent à se manifester. Chaque ombre dans l'eau devenait une menace potentielle. Chaque effleurement d'algues contre ses jambes était ressenti comme quelque chose de sinistre. La partie rationnelle de son esprit savait que les attaques de requins étaient statistiquement insignifiantes, mais les centres de peur primitifs de son cerveau ne s'intéressaient pas aux statistiques. À mi-chemin de l'objectif, elle s'arrêta pour vérifier son relèvement et réalisa qu'elle avait légèrement dévié de sa trajectoire.
La correction était mineure, mais cela signifiait qu'elle avait nagé plus fort que nécessaire. La fatigue commençait à s'installer, et elle devait encore terminer le voyage de retour. La balise objectif apparut enfin comme une faible lumière à l'horizon, et Sarah ressentit une vague de soulagement. Elle avait réussi à naviguer jusqu'au point cible, démontrant que son travail à la boussole et ses compétences en navigation à l'estime étaient solides. Le conteneur étanche était exactement là où il était censé être, attaché à la bouée flottante. Mais alors qu'elle se tournait pour commencer la nage de retour, les défis psychologiques s'intensifièrent. Maintenant, elle était véritablement seule, à des kilomètres de toute aide, avec rien d'autre que sa propre endurance et sa détermination pour la ramener à la maison. L'eau semblait plus sombre, les vagues plus grandes, et la distance jusqu'à la sécurité était incroyablement lointaine. C'était le moment dont Sullivan l'avait averti, qu'en comprendre et faire devenir des choses très différentes. Sarah pensa au capitaine David Sullivan, au courage qu'il avait montré dans ses derniers moments en Afghanistan, à la promesse qu'elle avait faite d'honorer son sacrifice. Elle ajusta son relèvement à la boussole, stabilisa sa respiration et commença la longue nage vers la maison à travers l'obscurité. Le triomphe de la volonté. La nage de retour devint un test de volonté qui poussa Sarah au-delà de tout ce qu'elle avait connu dans sa carrière militaire. Ce qui avait commencé comme un exercice de navigation évolua en quelque chose de bien plus primal, une bataille entre son esprit rationnel et les peurs profondes que l'océan semblait conçu pour exploiter. 20 minutes après le début du voyage de retour, les premiers signes de problèmes sérieux apparurent. Les houles avaient grossi, rendant difficile de maintenir son cap, et ses coups de bras devenaient moins efficaces à mesure que la fatigue s'installait. Pire encore, un épais banc de brouillard avait roulé de l'ouest, réduisant la visibilité à presque rien. Sarah s'arrêta pour vérifier son relèvement, battant des pieds dans l'eau pendant qu'elle essayait d'obtenir un cap précis. L'aiguille semblait vaciller plus qu'auparavant, et elle se demanda si la proximité de la balise métallique n'avait pas affecté son étalonnage. Les erreurs de navigation à ce stade pouvaient être catastrophiques. Quelques degrés hors cap pouvaient l'envoyer nager parallèlement au rivage au lieu de le rejoindre. Elle se força à rester calme et à faire confiance à son entraînement. La lecture de la boussole semblait cohérente lorsqu'elle la tenait stable, alors elle ajusta légèrement son cap et reprit la nage. Mais le doute s'était glissé dans son esprit, cette voix insidieuse qui murmurait l'immensité de l'océan et à quel point il serait facile de simplement disparaître. Le brouillard s'épaissit, créant un monde étrange où le son portait de façon étrange, et la direction devenait de plus en plus difficile à déterminer. Sarah pouvait entendre le grondement lointain des vagues s'écrasant sur le rivage, mais le son semblait venir de multiples directions à la fois. Sa technique habituelle d'utiliser le bruit du moteur du bateau comme point de référence était inutile, car le navire de récupération maintenait le silence radio pour éviter de donner toute assistance navigationnelle au candidat. 30 minutes après le début de la nage de retour, quelque chose effleura sa jambe. Le rythme cardiaque de Sarah monta en flèche instantanément, son corps réagissant avec une terreur primitive avant que son esprit rationnel ne puisse évaluer la menace. Elle arrêta de nager et regarda autour d'elle frénétiquement, mais l'eau était trop sombre pour voir à plus de quelques mètres dans n'importe quelle direction. Quoi que ce fût qui l'avait touchée, c'était parti, ne laissant que le souvenir du contact et son imagination pour combler les vides. La logique lui disait que c'était probablement des algues ou des débris, mais l'océan avait une façon de rendre la logique insuffisante. Elle reprit la nage, mais maintenant chaque sensation était amplifiée. L'eau semblait vivante avec des mouvements invisibles, et sa vision périphérique continuait de capter des ombres qui pouvaient être réelles ou non. La pression psychologique commençait à affecter sa performance. Son rythme de coups de bras devint erratique et elle s'arrêta fréquemment pour regarder autour d'elle, chaque pause coûtant une énergie et un temps précieux. Le froid devenait également un facteur. Malgré sa combinaison, l'exposition prolongée commençait à épuiser ses forces. Sarah se força à se concentrer sur la technique plutôt que sur la peur. Elle établit un rythme régulier, respirant tous les 3 coups, gardant la position de sa tête constante pour maintenir son relèvement à la boussole. Elle pensa à son entraînement de médecin de l'armée, à la façon dont elle avait appris à fonctionner sous un stress extrême lorsque des vies dépendaient de sa performance. Le souvenir du sacrifice du capitaine Sullivan lui apporta une motivation supplémentaire. Il avait affronté la mort sans hésitation pour sauver son équipe. Sûrement pouvait-elle trouver le courage de nager à travers l'eau sombre, aussi effrayante que cela puisse paraître. Mais l'océan n'avait pas fini de tester sa détermination. 45 minutes après le début de la nage de retour, Sarah réalisa qu'elle était en sérieux danger. Le brouillard était devenu si épais qu'elle ne pouvait pas voir sa propre main lorsqu'elle étendait son bras. Ses lectures à la boussole devenaient de plus en plus peu fiables, possiblement dues au froid affectant sa motricité fine. Le plus préoccupant de tout, elle commençait à ressentir les premiers stades de l'hypothermie.
Malgré sa combinaison, l'exposition prolongée submergeait la capacité de son corps à maintenir sa température corporelle centrale. Sa pensée devenait floue, et elle se surprit à nager dans des directions qui n'avaient aucun sens. À un moment donné, elle réalisa qu'elle s'était dirigée vers le nord au lieu de l'est, une erreur de navigation qui aurait pu l'envoyer au large au lieu de la ramener vers le rivage. Sarah arrêta de nager et flotta sur le dos, essayant de calmer son cœur battant et de s'éclaircir la tête. La situation devenait vraiment dangereuse. Elle était perdue, froide et seule au milieu de l'océan Pacifique. La chose intelligente à faire serait d'activer sa fusée éclairante de détresse et d'appeler au sauvetage, mais cela signifierait échouer à l'exercice, et l'échec signifiait le renvoi du programme. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout le harcèlement qu'elle avait enduré, sa promesse d'honorer la mémoire du capitaine Sullivan, tout cela n'aurait servi à rien. Elle pensa au commandant Sullivan attendant sur le bateau de récupération, regardant l'horloge et se demandant si elle avait ce qu'il fallait pour terminer la mission. Elle pensa aux autres candidats qui avaient déjà échoué à ce test, et à ceux qui avaient réussi malgré les mêmes défis qu'elle traversait. Surtout, elle pensa aux hommes qui étaient morts en Afghanistan, David Sullivan, Morrison, Shane et Bradley. Ils avaient affronté la mort avec courage, et leur sacrifice lui avait donné une seconde chance dans la vie. Elle ne pouvait pas déshonorer leur mémoire en abandonnant quand les choses se compliquaient. Sarah se remit à nager et vérifia sa boussole une fois de plus. La lecture était peut-être imparfaite, mais c'était la meilleure information qu'elle avait. Elle choisit d'y faire confiance et recommença à nager, cette fois avec une détermination sombre plutôt que la peur la poussant en avant. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de sa vie. Chaque coup de bras nécessitait un effort conscient alors que l'hypothermie sapait sa force. Le brouillard restait épais, éliminant toute possibilité de navigation visuelle. Sa boussole semblait donner des lectures différentes chaque fois qu'elle la vérifiait, la forçant à se fier à la navigation, à l'estime et à l'intuition. Mais graduellement, presque imperceptiblement, les choses commencèrent à s'améliorer. L'eau semblait légèrement plus chaude, suggérant qu'elle se déplaçait peut-être dans des zones côtières moins profondes. Le bruit des vagues qui s'écrasaient devint plus distinct, venant d'une direction cohérente plutôt que d'un écho confus à travers le brouillard. Le plus encourageant de tout, elle crut détecter la faible lueur des lumières du rivage à travers le banc de brouillard. Les lumières étaient encore distantes, mais elles fournirent la première vraie confirmation qu'elle se dirigeait dans la bonne direction. Le rythme de coups de bras de Sarah augmenta alors que l'espoir remplaçait le désespoir. Elle allait y arriver, contre toute attente, malgré les erreurs de navigation et les problèmes d'équipement, et les meilleurs efforts de l'océan pour briser son esprit. Elle allait terminer l'exercice. Le brouillard commença à s'éclaircir alors qu'elle approchait de la zone de récupération. À travers les volutes de vapeur, elle pouvait voir les feux de navigation du bateau de sauvetage positionnés exactement là où il était censé être. La vue était si belle que des larmes se mélangèrent à l'eau salée sur son visage. Alors qu'elle approchait du bateau, Sarah pouvait voir le commandant Sullivan debout à la rampe, sa silhouette indétectable même dans la faible lumière. Il avait été là tout le temps, attendant et regardant, prêt à coordonner les efforts de sauvetage si nécessaire, mais espérant qu'elle trouverait la force de terminer la mission par elle-même. Des mains fortes la tirèrent hors de l'eau sur le pont du bateau. Sarah s'effondra sur ses genoux, l'épuisement l'accablant enfin maintenant que la sécurité était assurée. Son corps tremblait de façon incontrôlable à cause du froid et de l'adrénaline, et elle pouvait à peine parler à travers le claquement de dents. Temps, réussit-elle à demander. 2h47, annonça le chef d'équipe, dans les paramètres acceptables. Le commandant Sullivan s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. Son expression était illisible dans la faible lumière, mais sa voix portait une note de fierté qui ne prit pas la peine de cacher. « Travail remarquable, Martinez. Vous avez maintenu votre cap dans certaines des pires conditions que nous ayons vues cette saison. » Sarah leva les yeux vers lui, tremblant toujours, mais ressentant une lueur chaleureuse d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec la température. « Merci, mon commandant. » « Donnez-lui du café chaud et des vêtements secs, ordonna Sullivan à l'équipage. Puis, plus doucement, il ajouta « Votre père serait fier. » Les mots furent prononcés si doucement que seule Sarah put les entendre, mais ils portaient plus de poids que toute décoration officielle. Alors que le bateau retournait vers le rivage, Sarah s'enveloppa de couvertures chauffantes et regarda les lumières de la base devenir plus brillantes. Elle avait réussi le test, mais plus que cela, elle s'était prouvé quelque chose à elle-même. Face à un danger véritable et à la tentation d'abandonner, elle avait trouvé des réserves de courage et de détermination qu'elle ne savait pas posséder. Le programme était loin d'être terminé et de plus grands défis l'attendaient. Mais pour la première fois depuis le début de l'entraînement, Sarah croyait vraiment qu'elle avait ce qu'il fallait pour gagner le Trident Seal.
L'océan l'avait testé et l'avait jugé digne. Maintenant, il était temps de voir quelles autres épreuves l'attendaient sur le chemin pour devenir l'une des guerrières d'élite de l'Amérique. Semaine 18, l'opération finale. La 18e semaine de l'entraînement SEAL marqua le début de la phase finale, le point culminant de mois de préparation qui déterminerait qui gagnerait le droit de porter le très convoité insigne du trident. Sur les 43 candidats initiaux qui avaient commencé le programme, seuls 11 restaient. Sarah Martinez avait non seulement survécu, mais s'était tranquillement établie comme l'une des plus performantes du groupe. La transformation de sa position parmi les recrues avait été graduelle, mais indéniable. Là où elle mangeait seule et endurait un harcèlement constant, elle était maintenant incluse dans les groupes d'études et les discussions tactiques. Le respect n'était pas venu facilement ou sans coup, mais il était authentique. Elle avait fait ses preuves par la performance plutôt que par la politique, gagnant sa place par sa compétence et sa détermination. Le commandant Sullivan avait maintenu sa distance professionnelle tout au long de la phase maritime, la traitant publiquement comme n'importe quel autre candidat. Mais Sarah captait des aperçus occasionnels de quelque chose de plus profond dans ses interactions avec elle, une fierté subtile qui allait au-delà de la simple satisfaction professionnelle. La connaissance de leur lien partagé avec le capitaine David Sullivan avait créé un lien tacite que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait ouvertement, mais que tous deux ressentaient vivement. L'exercice final était conçu pour tester tout ce que les candidats avaient appris. Une mission simulée de 72 heures qui combinait la navigation terrestre, l'infiltration aquatique, la reconnaissance de cibles et l'extraction dans des conditions hostiles. C'était la chose la plus proche du combat réel qu'ils vivraient avant d'être déployés avec des équipes opérationnelles. C'est ça, annonça le maître Martinez lors du briefing de mission. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez enduré vous a préparé pour ce moment. Le scénario est simple. Vous êtes une équipe SEAL chargée de recueillir des renseignements sur une cible de grande valeur située sur l'île San Clemente. Sarah étudia les photographies aériennes et les cartes étalées sur les tables de la salle de briefing. L'installation cible était positionnée sur un terrain difficile, entourée d'une topographie variée qui mettrait à l'épreuve leurs compétences d'infiltration et de reconnaissance. Vous vous insérez par l'eau, continua l'instructeur. Effectuerez une surveillance pendant 24 heures. Recueillerez les renseignements spécifiés et vous extrairez sans détection. La force adverse a reçu pour instruction de vous considérer comme des combattants hostiles. Si vous êtes pris, vous échouez. Si vous compromettez la mission, vous échouez. Si vous ne parvenez pas à recueillir les renseignements requis, vous échouez. Torres, qui était devenu une sorte de chef d'équipe officieux parmi les candidats restants, leva la main. Règle d'engagement, évitez le contact à tout prix. C'est une mission furtive. Votre objectif est d'être des fantômes invisibles qui recueillent des informations et disparaissent sans que personne ne sache que vous étiez là. Les candidats furent divisés en 2 équipes de 5 et 6 respectivement. Sarah se retrouva dans la plus petite équipe avec Torres, Jenkins, Rodriguez et un candidat silencieux mais compétent nommé Shen. La dynamique de leur équipe avait considérablement évolué depuis les premiers jours de l'entraînement. Les petites rivalités et les conflits de personnalité avaient été remplacés par un respect mutuel né de l'épreuve partagée. « Martinez, » dit Torres alors qu'il préparait leur équipement, « vous prenez la tête des imprévus médicaux et de la navigation de secours. Rodriguez gère la navigation principale et les communications. Jenkins, vous êtes notre spécialiste en reconnaissance. Shen, démolition et surveillance technique. Je coordonnerai l'exécution globale de la mission. » C'était une division naturelle des responsabilités basée sur les forces de chacun. Et Sarah ressentit une vague de satisfaction d'être incluse comme un membre d'équipe apprécié plutôt que comme une présence féminine symbolique. La phase d'insertion commença au coucher du soleil par un trajet en bateau de 8 km jusqu'au point de largage. L'équipe nagerait le dernier kilomètre jusqu'au rivage à la faveur de l'obscurité, puis se déplacerait à l'intérieur des terres pour établir son poste d'observation. Les exigences en matière de renseignement étaient spécifiques. Photographie de l'aménagement de l'installation, documentation des procédures de sécurité et identification du personnel clé. Alors que leur bateau approchait de la zone de largage, le commandant Sullivan apparut sur le pont. Il n'avait parlé directement à aucun des candidats depuis le briefing de mission, mais sa présence était un rappel des normes qu'ils étaient censés atteindre. « Écoutez bien », annonça-t-il, sa voix portant facilement au-dessus du bruit du moteur. « Cet exercice déterminera qui parmi vous a gagné le droit de s'appeler SEAL. Certains d'entre vous se préparent à ce moment toute leur vie. D'autres ont découvert leur vocation en cours de route. Mais vous avez tous prouvé que vous avez votre place ici. » Ses yeux trouvèrent brièvement Sarah, et elle vit un scintillement de quelque chose qui aurait pu être un encouragement. Les équipes qui réussiront ce soir le feront grâce au travail d'équipe, à la discipline et à l'adaptabilité.
Les exploits individuels échoueront. Faites confiance à votre entraînement. Faites confiance à vos coéquipiers et rappelez-vous que la mission passe toujours en premier. L'équipe de Sarah entra dans l'eau alors que les dernières traces de lumière du soleil disparaissaient derrière l'horizon. La nage jusqu'au rivage fut sans incident, leur mois d'entraînement évident dans la coordination fluide de leurs mouvements. Ils atteignirent la côte rocheuse sans incident et se déplacèrent rapidement à l'intérieur des terres vers leur cible. Le terrain était difficile, des collines abruptes couvertes de buissons denses qui offraient une dissimulation mais rendaient le mouvement difficile. Le rôle de Sarah en tant que secours de navigation se révéla précieux lorsque l'unité GPS principale de Rodriguez tomba en panne, les forçant à s'appuyer sur les techniques traditionnelles de carte et de boussole qu'elle avait maîtrisées pendant son service dans l'armée. Ils établirent leur poste d'observation sur une crête surplombant l'installation cible juste avant minuit. La position offrait une excellente visibilité tout en les gardant dissimulés parmi les rochers et la végétation. Shen déploya un équipement de surveillance spécialisé, tandis que Jenkins commença à documenter l'aménagement de l'installation à travers sa lunette. « Relève de la garde toutes les 2 heures », murmura Torres dans sa radio. 4 sentinelles visibles, suivant des schémas prévisibles. Ressemblent à des protocoles de sécurité standards. Les 24 heures suivantes mirent à l'épreuve chaque aspect de leur entraînement. Ils durent rester immobiles pendant des heures, recueillant des renseignements tout en évitant la détection par des patrouilles errantes et la surveillance aérienne. Le temps se retourna contre lorsqu'une tempête de pluie inattendue arriva, inondant leur position et rendant l'observation plus difficile. L'entraînement médical de Sarah se révéla crucial lorsque Rodriguez développa de graves crampes musculaires dues à l'immobilité prolongée dans des conditions froides et humides. Elle put le soigner tranquillement sans compromettre leur position en utilisant des techniques apprises lors de ses déploiements au combat pour gérer la douleur et rétablir la mobilité. Le moment critique survint lors de la 2e nuit lorsqu'une patrouille de sécurité passa à moins de 6 mètres de leur position. L'équipe se figea, respirant à peine tandis que les gardes balayaient la zone avec des lampes de poche. Sarah sentit son cœur battre alors que le faisceau lumineux passait à quelques centimètres de son visage, mais son camouflage tint et la patrouille continua sans les détecter. C'était trop proche, souffla Jenkins une fois les gardes disparus. « Mais nous avons tenu position », répondit Torres calmement. « La mission continue. » La collecte de renseignements se déroula méthodiquement tout au long de la période de surveillance. Ils documentèrent les rotations de garde, identifièrent le personnel clé, photographièrent l'aménagement de l'installation et notèrent les vulnérabilités de sécurité. Sarah contribua en analysant les capacités médicales de l'installation, en identifiant l'emplacement de l'infirmerie et en documentant les procédures d'intervention d'urgence. À l'approche de l'heure d'extraction, l'équipe fit face à son dernier défi, quitter la zone sans laisser de traces de sa présence. Ils nettoyèrent soigneusement leur position, retirant toute preuve de leur séjour, et commencèrent le mouvement prudent vers le point d'extraction. Le voyage de retour se révéla plus difficile que l'infiltration. La lumière du jour rendait la dissimulation plus difficile et l'activité de sécurité accrue autour de l'installation suggérait que quelqu'un pourrait avoir soupçonné une surveillance. L'équipe dut prendre un itinéraire plus long et plus détourné pour éviter la détection. Les compétences de navigation de Sarah se révélèrent à nouveau cruciales lorsqu'ils rencontrèrent un point de contrôle inattendu sur leur itinéraire prévu. Elle identifia rapidement un chemin alternatif qui les mènerait au point d'extraction tout en évitant le cordon de sécurité. Ils atteignirent la plage d'extraction avec seulement quelques minutes à perdre, leur bateau apparaissant à l'horizon comme un mirage. Alors qu'ils se préparaient pour la nage jusqu'au point de récupération, Sarah ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Ils avaient réussi la mission, recueilli tous les renseignements requis et évité la détection tout au long de l'opération. La nage jusqu'au bateau fut la partie la plus facile de tout l'exercice. Le coup de bras de Sarah était fort et régulier, son endurance n'étant plus un problème après des mois d'entraînement intensif. Alors que des mains fortes la tiraient sur le pont, elle vit le commandant Sullivan attendre avec les évaluateurs de la mission. « Débriefing dans 30 minutes », annonça Sullivan. « Contrôle médical d'abord, ensuite nous examinerons votre performance. » Alors que Sarah se soumettait à l'examen médical post-mission, elle réfléchit au chemin parcouru depuis ce premier jour terrifiant où elle était descendue du bus. La jeune femme effrayée qui avait été intimidée par les autres recrues était partie. Elle était remplacée par une guerrière confiante qui avait fait ses preuves dans les conditions les plus difficiles. L'évaluation officielle viendrait plus tard, mais Sarah connaissait déjà la vérité. Elle avait trouvé sa vocation et elle était prête à servir au plus haut niveau. Le voyage pour gagner son trident SEAL était presque terminé. Maintenant venait la partie la plus difficile de toutes, attendre de savoir si les instructeurs étaient d'accord. La remise du trident.
Le matin de la remise des diplômes se leva clair et lumineux sur le camp d'entraînement de la guerre spéciale navale. Après 6 mois de préparation exténuante, seuls 9 candidats restaient sur les 43 qui avaient commencé le programme. Sarah Martinez se tenait parmi eux, son uniforme impeccable et sa posture confiante. Mais à l'intérieur, elle ressentait le familier flottement d'anticipation nerveuse qui avait marqué chaque étape majeure de sa carrière militaire. Le processus d'élimination avait été implacable. 2 candidats de l'exercice final avaient été éliminés pour échec de mission, l'un pour avoir compromis la position de son équipe, l'autre pour ne pas avoir recueilli les renseignements requis. Les 9 restants avaient réussi chaque test, satisfaits à chaque norme et prouvé qu'ils étaient dignes de rejoindre la force de combat la plus élite du monde. Le commandant Sullivan se tenait devant les candidats rassemblés dans la salle de cérémonie, ses mains burinées tenant une simple boîte en bois. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient 9 insignes de trident doré, chacun représentant des années de tradition et les normes les plus élevées de l'excellence militaire. Pour Sarah, le moment portait un poids supplémentaire. Non seulement un accomplissement personnel, mais l'accomplissement d'une promesse faite à des camarades tombés en l'honneur de la mémoire du capitaine David Sullivan. « Mesdames et messieurs », commença Sullivan, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « Aujourd'hui marque la fin d'un voyage et le début d'un autre. Vous avez gagné le droit de porter le trident Seal par le dévouement, le sacrifice et un engagement indéfectible envers l'excellence. » L'esprit de Sarah s'égara brièvement à son premier jour au camp, quand elle s'était sentie si seule et incertaine. La transformation avait été graduelle mais profonde. Elle avait découvert des réserves de force et de détermination qu'elle ne savait pas exister. Ce faisant, avait gagné non seulement le respect professionnel, mais de véritables amitiés avec ses camarades guerriers. Torres se tenait à côté d'elle, l'homme qui était devenu à la fois un coéquipier de confiance et un ami loyal. Jenkins était là aussi, le gamin silencieux du Montana qui avait évolué pour devenir un spécialiste en reconnaissance qualifiée. Chacun d'eux avait sa propre histoire de lutte et de triomphe, ses propres raisons de poursuivre ce chemin exigeant. Le trident est plus qu'un morceau de métal, continua Sullivan. Il représente une confiance sacrée, la responsabilité de protéger vos coéquipiers, votre pays et les innocents qui dépendent de votre compétence et de votre courage. C'est un fardeau autant qu'un honneur et un que vous porterez pour le reste de vos vies. Sarah pensa au poids de cette responsabilité. Elle avait vu de première main le coup de l'échec en Afghanistan, avait tenu des hommes mourants dans ses bras et avait été témoin des conséquences dévastatrices de la guerre. Le trident signifiait qu'elle serait chargée des missions les plus dangereuses et les plus critiques, des situations où l'échec pouvait signifier non seulement la mort personnelle, mais la perte de vies américaines et d'intérêts nationaux. Martinez avançait. Le cœur de Sarah bondit alors que son nom était appelé en premier. Elle marcha vers l'avant de la formation, se mettant au garde-à-vous devant le commandant Sullivan. C'était le moment dont elle avait rêvé depuis le jour où elle avait décidé de suivre l'entraînement SEAL. Mais maintenant qu'il était là, elle se sentait submergée par sa signification. Sullivan leva l'insigne du trident, son aigle d'or, son ancre et son trident brillant dans la lumière du matin. « Sarah Martinez, vous avez réussi le programme d'entraînement militaire le plus exigeant au monde. Vous avez prouvé que vous êtes capable d'opérer sous un stress extrême, de diriger les autres dans des situations de crise et de maintenir les normes les plus élevées d'excellence professionnelle. » Pendant qu'il parlait, Sarah remarqua quelque chose de différent dans les yeux de Sullivan. Le regard sévère et évaluatif avait été remplacé par quelque chose de plus chaleureux, fierté, respect et peut-être même l'affection d'un père. Leur lien partagé à travers le sacrifice de son fils avait créé un lien qui allait au-delà de la relation normale instructeur-étudiant. Plus que cela, continua Sullivan, sa voix prenant un ton plus personnel. Vous avez montré le courage de persister face à l'adversité, la sagesse d'apprendre de chaque défi et l'intégrité d'honorer ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour notre liberté. La référence au sacrifice était indubitable et Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. La mémoire du capitaine David Sullivan l'avait accompagné à chaque moment difficile de l'entraînement, lui fournissant l'inspiration lorsque sa propre motivation fléchissait. Sullivan épingla le trident sur son uniforme avec une précision cérémonielle, puis recula et salua. Sarah rendit le salut sèchement, sentant le poids de l'insigne sur sa poitrine comme une manifestation physique de responsabilité et d'honneur. « Félicitations, maître Martinez. Bienvenue dans les équipes. » Alors que Sarah reculait dans la formation, elle croisa le regard de Sullivan une fois de plus. Il hocha la tête presque imperceptiblement, une reconnaissance privée de leur compréhension partagée du devoir, du sacrifice et du prix du service. La cérémonie se poursuivit alors que chacun des candidats restants recevait son trident.
Torres fut reconnu pour ses capacités de leadership, Jenkins pour son expertise technique et chaque homme pour les compétences uniques et les traits de caractère qui les avaient menés à travers le processus de sélection. Lorsque la cérémonie formelle se termina, les familles et les amis se pressèrent autour des nouveaux SALS, offrant des félicitations et célébrant leur réussite. Sarah se retrouva momentanément seule, n'ayant aucune famille présente pour partager le moment. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture pendant son premier déploiement, et elle avait peu de relations proches en dehors de l'armée. Mais alors qu'elle se tenait là à observer les autres célébrations, le commandant Sullivan l'approcha. « Pas de famille ici aujourd'hui. »« Non, mon commandant. » Ils sont partis. Sullivan hocha la tête, comprenant le poids derrière ces simples mots. « Alors laissez-moi être le premier à vous dire que votre père serait fier. » Les deux. La référence au capitaine David Sullivan en tant que figure paternelle était inattendue et profondément émouvante. Sarah sentit les larmes qu'elle retenait finalement commencer à couler. « Merci, mon commandant. Ça compte plus que vous ne le savez. »« J'ai quelque chose pour vous, » dit Sullivan, fouillant dans sa poche. Il sortit une petite enveloppe, scellée et portant son nom écrit à la main. David a écrit cette lettre avant son dernier déploiement. Elle était adressée au médecin qui serait affecté à son équipe, mais elle n'a jamais été livrée après ce qui s'est passé. Les mains de Sarah tremblèrent en prenant l'enveloppe. L'idée que le capitaine Sullivan ait écrit des mots spécifiquement pour elle, même sans le savoir, était ressentie comme un message d'outre-tombe. Il croyait que les médecins étaient les héros méconnus des opérations spéciales, continua Sullivan. Il voulait que son médecin sache à quel point l'équipe dépendrait d'eux et à quel point il serait reconnaissant pour leur service. Sarah ouvrit soigneusement l'enveloppe et lut la lettre. Les mots du capitaine Sullivan étaient réfléchis et encourageants, exprimant son appréciation pour le personnel médical qui risquait sa vie pour sauver les autres. Au bas, il avait écrit « À mon ange gardien en uniforme, merci de nous garder en vie pour que nous puissions rentrer chez nos familles. » L'ironie était accablante. David Sullivan avait écrit pour remercier la personne qui essaierait de lui sauver la vie, ne sachant jamais que cette même personne serait là dans ses derniers instants, porterait le poids de son sacrifice pendant des années et se tiendrait finalement devant son père, portant l'uniforme qu'ils avaient tous deux servi avec une telle distinction. Il s'est trompé sur une chose, dit Sarah à travers ses larmes. Je n'ai pas pu le garder en vie. Sullivan posa une main paternelle sur son épaule. Mais vous avez essayé, et vous avez honoré sa mémoire en devenant la guerrière qu'il a toujours cru que vous pouviez être. Au fil de l'après-midi, les nouveaux SEALS se mêlèrent à leurs instructeurs et à leurs camarades de service, partageant des histoires et discutant de leurs prochaines affectations. Sarah apprit qu'elle serait affectée à l'équipe SEAL 3 basée à Coronado, en Californie, où elle servirait comme médecin de combat au sein d'un peloton opérationnel. L'affectation était tout ce qu'elle avait espéré, une chance d'utiliser ses compétences médicales tout en servant aux côtés de certains des guerriers les plus élites du monde. Plus important encore, c'était une opportunité d'honorer la promesse qu'elle s'était faite et à la mémoire des hommes qui étaient morts en Afghanistan. Alors que la célébration se terminait, Sarah se retrouva debout sur la plage où elle avait effectué tant d'exercices d'entraînement. L'océan Pacifique s'étendait sans fin devant elle, les mêmes eaux qui avaient testé son courage et failli briser son esprit. Maintenant, au lieu d'un obstacle à surmonter, il semblait être une porte d'entrée vers de nouvelles aventures et de nouveaux défis. Torres la rejoignit au bord de l'eau, son propre insigne de trident brillant sur sa poitrine. « Difficile de croire que c'est fini, » dit-il. « Ce n'est pas fini, » répondit Sarah. « Ça ne fait que commencer. » Vous avez raison. À partir de maintenant, l'entraînement était la partie facile. Il se tint en silence confortable, regardant les vagues rouler sur le rivage. Sarah pensa au voyage qu'il avait amené à ce moment, d'une jeune médecin de l'armée à une vétérane aguerrie au combat, à l'une des premières femmes à gagner un trident SEAL. Chaque étape avait nécessité des sacrifices et des choix difficiles, mais chacune l'avait également rapprochée de la personne qu'elle était censée être. « Martinez, » dit soudainement Torres, « je suis content que vous n'ayez pas abandonné cette première semaine. Certains d'entre nous n'étaient pas sûrs que vous y arriveriez. »« Moi non plus, » admit Sarah, « mais j'ai eu de l'aide en cours de route. » Elle toucha l'insigne du trident sur sa poitrine, pensant au capitaine David Sullivan et à son père, aux hommes qui étaient morts en croyant en elle et à la promesse qu'elle avait faite d'honorer leur sacrifice par son service. Le soleil se couchait sur le Pacifique alors que Sarah Martinez, nouvelle Navy SEAL, retournait vers le camp. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles missions et de nouvelles opportunités de faire ses preuves. Mais ce soir, elle se contentait de savourer le moment, le point culminant d'un rêve qui avait commencé dans les villages poussiéreux de l'Afghanistan et l'avait menée à cette plage, à cet insigne et à ce nouveau chapitre de sa vie en tant que l'une des guerrières les plus élites de l'Amérique.
La jeune fille, qui s'était autrefois sentie isolée et mal accueillie, était devenue une femme qui avait sa place parmi les meilleures. La transformation était complète, mais le vrai travail ne faisait que commencer.